Bienvenue à tous les deux. Merci. Donc Antoine Scholl, donc Shopopop, et Johan. Et Johan. Eh bien, bienvenue à tous les deux. Je crois que vous allez nous faire une petite présentation, voilà, pour nous parler de tout ça. Alors, vous la faites soit debout, soit assis, comme vous voulez. Puis ensuite, on prendra les questions. Klaxoon, moi j'ai quelques questions aussi à vous poser. Allons-y, c'est parti, Shopopop. Et je vous ai bien vendu tout à l'heure. J'ai dit que vous auriez l'avenir du Content Square, donc à vous de jouer. Alors pas dans le même dans le même secteur du e-commerce, mais voilà, pas dans le même, le même service. On a peut-être la même ambition. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Je vais commencer avec un petit clin d'œil, un merci à Sébastien et l'équipe d'Épopée, parce qu'il y a 7 ans, finalement, je venais pitcher ici sur un ring dans le cadre de la Startup Battle. Donc 7 ans après, on vient plutôt parler de notre aventure. On va essayer de vous embarquer pendant quelques minutes sur l'aventure de la consommation en ligne des produits alimentaires. Donc on va pas parler de restauration, mais bien des produits alimentaires type course alimentaire, puis c'est ce qu'on fait depuis 7 ans. Un environnement dans lequel il y a eu beaucoup de mouvements. Et si on fait un petit coup d'œil dans le rétroviseur, avant la crise du Covid, on avait à ce moment-là finalement 2 manières de pouvoir recevoir ces produits à la maison. Les plateformes ubérisées type Uber Eats, Deliveroo, avec les modèles de travailleurs des plateformes, et les schémas plus classiques où on retrouvait l'activité des supermarchés. Dans chacun de ces 2 modèles, on a 3 étapes qui sont clés. La première qui va être l'étape de contact du consommateur, où dans le cadre des plateformes ubérisées, vous allez faire vos achats et vos courses sur l'application de la plateforme. La captation des produits, elle, se fait sur des partenariats commerciaux, où vous allez retrouver sur ces applis les produits des marques Carrefour ou encore Auchan, et une expérience de livraison qui est aussi portée du coup par la plateforme ubérisée. Le sujet de ces modèles-là, et on le voit bien quand on regarde le panier moyen des produits qui est acheté, on n'est pas sur une expérience de livraison, on est sur une expérience d'un côté de la donnée pour la plateforme ubérisée et une expérience de captation de nouveaux chiffres d'affaires quand on parle du supermarché. Dans le second modèle, on va retrouver ces 3 étapes. Contact client, où là on va rester dans l'environnement du supermarché et de l'enseigne. Les produits seront toujours ceux du supermarché, et également une expérience de livraison qui là va être opérée soit par la flotte interne de l'enseigne, soit par des fournisseurs externes, comme ça peut être le cas de Shopopop. Et on voit que l'expérience là pour le coup de livraison est certainement plus importante, parce que la valeur et la volumétrie des produits, on est plutôt sur le panier de la famille à 135 €, alors que 25 €, on est sur l'apéritif du Parisien ou le Parisien qui veut ses spaghettis pour faire sa bolo en fin de journée. Donc je suis parti du principe que vous connaissiez aussi certainement plus Uber Eats et Deliveroo que Shopopop. Donc quelques slides pour vous parler un tout petit peu de nous. On est aujourd'hui leader en Europe d'un modèle qui s'appelle le cotransportage. C'est la capacité de réaliser des livraisons via des particuliers, donc des gens qui vont utiliser un trajet quotidien, qu'ils soient à pied, à vélo, en voiture ou en transport en commun. Donc vous pouvez assimiler ça à du covoiturage de courte distance pour transporter des produits et non pas des personnes. On fait ça aujourd'hui partout en Europe, ça représente plus de 2 millions d'utilisateurs, un petit peu plus de 6 millions de livraisons réalisées, donc en France, au Benelux, en Italie et en Espagne. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Tac. Si on prend l'activité aujourd'hui en France, ça représente toutes les 3 secondes une livraison de réalisée. Donc on est quand même, je pense, encore un petit peu sous-connu par rapport à ce que ça représente malgré tout dans cet univers du transport. Et là où on peut par contre se faire un vrai cocorico et en être fier, c'est que si on fait une comparaison toujours sur ces acteurs ubérisés, la valeur des produits qu'on a pu transporter, alors là c'est au total, mais si je fais juste un focus sur l'année dernière, Uber Eats a transporté pour 100 millions de produits, quand Shopopop en a transporté pour 225 millions. Donc voilà, on est encore un acteur qui... Merci. On a encore du boulot pour la noto, mais on y travaille. Également une société qui a un impact, puisqu'on vient créer de la mutualisation du trajet et du mode de transport. Donc ça représente aujourd'hui le total des distances parcourues, à peu près l'équivalent de 1000 fois le tour de la planète. Et donc on a également un impact sur la décarbonation du transport. Donc on sait aujourd'hui qu'on va réussir à économiser quelques dizaines, voire centaines de grammes de CO2 par livraison. Et il y a une statistique qui est assez récente chez nous, qui nous donne aussi beaucoup de bonnes perspectives. C'est qu'une livraison qui arrive sur la plateforme, on sait aujourd'hui qu'on a 66 trajets de personnes qui peuvent coïncider pour la réaliser. Donc on a encore certainement de belles histoires à raconter sur ces sujets impact. Je reviens maintenant sur la partie Covid. Donc forcément, on a tous encore cette image en tête. On saura à peu près tous où est-ce qu'on était quand ça a été annoncé qu'il fallait qu'on reste chez nous. Et donc ça a été le bordel. Le bordel déjà pour nous en tant que société de réussir à se réorganiser. Le bordel aussi pour beaucoup de monde dans le retail et l'industrie du transport. Et là où je pense qu'on a réussi aussi à montrer beaucoup de résilience, et ce modèle du cotransportage a aussi beaucoup de sens, c'est qu'en l'espace de très peu de jours,
on a dû multiplier par 3 l'activité. Donc on est passé de 1000 livraisons à peu près sur une journée à l'équivalent de quasiment 4000 lors du premier jour de confinement. Et il y a très très peu de modèles logistiques qui auraient pu être capables d'absorber ce pic. Et je vais laisser maintenant la parole à Antoine, puisque le Covid a aussi permis l'émergence et l'accélération d'autres modèles dans cette livraison alimentaire, et notamment des modèles qui ont excité le retail, excité les investisseurs, et on doit prendre un peu de recul là-dessus maintenant. Oui, merci. Donc en fait, l'histoire maintenant, c'est de parler du quick commerce. Donc c'est cette promesse qui a été faite au plus grand nombre, finalement, d'avoir un service luxueux, c'est-à-dire de pouvoir se faire livrer quasiment n'importe quoi en 10 minutes. Donc on a eu des Getir, des Flink, enfin peu importe, je vais revenir sur les acteurs, mais qui eux intègrent toute la chaîne de valeur avec des gens qui sont salariés. Donc l'offre de valeur, la proposition de valeur du moins est assez nette. Alors on est encore une fois sur des paniers qui sont encore plus petits que ceux sur les applications à la Uber. Et en fait, ça a été complètement dingue, puisqu'en fait, en l'équivalent de à peu près 9 mois, on s'est retrouvé avec une flopée d'acteurs qui ont levé en tout plus de 7 milliards d'euros sur les marchés. C'est des sommes considérables que même certains fonds ont du mal à lever directement eux-mêmes. Donc voilà, c'est beaucoup d'acteurs, donc beaucoup de monde. Là, on parle que de Paris. Les acteurs qui étaient présents à Paris en septembre 2021. Beaucoup de monde, mais du coup, il y a une concurrence qui s'est faite. Un an plus tard, il resterait déjà quasiment plus personne. Et puis là, le dernier a quitté le bateau il y a quelques temps. Il reste Picnic qu'on a laissé parce qu'il est passé un peu entre les balles. C'est un acteur où vous allez choisir en fait ce que vous allez vouloir acheter, mais c'est lui qui va vous dire à quelle heure il va vous livrer. Parce qu'il a un camion qui passe. Et puis, vous avez intérêt d'être là quand il est là. Donc, il a quand même créé un modèle qui fait qu'aujourd'hui, il nous reste encore et de plus en plus fort les acteurs de la grande distribution, les applis et aussi Picnic. Donc, un acteur néerlandais. Ce qui va se passer maintenant, c'est que si vous vous rappelez de ce qu'a présenté Johan tout à l'heure, il y a un vrai sujet sur la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enseignes sont très contentes parce que grâce à Uber, grâce à Deliveroo, elles ont fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel, puisqu'elles se disent, finalement, moi, c'est les gens qui consomment ça, j'arrive pas à les atteindre. Donc en fait, c'est globalement de la fainéantise, on va pas se mentir. Carrefour et Auchan sont nos clients aussi, par ailleurs. Mais voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, demain, Uber, Deliveroo vont créer leur propre réseau de magasins ou des dark stores ou peu importe en fait la phase logistique, mais quand on est sur du marché où on fait des centimes d'euros de marge, en fait tout ce qu'on peut grappiller, on le grappille. Et puis ces acteurs-là ont énormément de pognon pour être capables de déployer ces forces logistiques. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant, en fait, c'est déjà le futur, c'est déjà aujourd'hui, puisque Glovo, qui a quitté la France, mais qui est un acteur à la Deliveroo, a déjà commencé à créer ses propres magasins dark store, des fois ouverts, des fois pas, au grand public. Donc là, on est en Roumanie, mais on a déjà pu observer ça aussi en Espagne et en Italie. Et puis à Londres, Deliveroo Hop, qui permet aussi de faire, c'est comme un casino shop, en fait, directement en proximité. Bon. C'est pas foutu pour les distributeurs, et notamment quand on prend l'exemple néerlandais de bol.com, je ne sais pas si c'est une plateforme qui vous parle, mais c'est porté par Ahold Delhaize, qui est un des gros distributeurs néerlandais et qui aujourd'hui représente 65% de part de marché sur les marketplaces, c'est-à-dire qu'il taille un short à Amazon. Donc ça veut me dire qu'on est capable aujourd'hui en Europe, quand on est un distributeur, d'arriver à reconquérir ses clients, d'avoir cette proximité, donc il ne faut pas lâcher le combat. Et puis bien sûr, il y a Shopupop qui peut bien sûr aider les distributeurs, que ce soit des géants de l'alimentaire ou de la proximité, à livrer leurs clients en 2 heures au sur rendez-vous de manière responsable. Merci à tous. Merci à tous deux. Les questions commencent à arriver. Moi, j'avais une première question. Voilà, on peut applaudir. Merci. J'avais une première question. Qu'est-ce qui explique un peu toutes les turbulences de ce marché ? On a vu tous ces acteurs qui disparaissent. Après, on voit un autre niveau dans la grande distrie. Il y a beaucoup de turbulences, mais voilà, dans cet univers, en plus, c'est pas les enjeux dans les différents pays. Il y a un vrai sujet capital, en fait, aujourd'hui, qui se pose. C'est-à-dire que c'est des modèles qui doivent être extrêmement universel, extrêmement puissant. Et en fait, typiquement, les meilleurs dark stores à l'époque de Gorillaz et compagnie arrivaient à peine à 1/3 de la productivité qui leur permettait d'être rentables. Donc, les perspectives d'arriver à un modèle viable devenaient très, 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 très loin.
en plus avec un modèle qui est expert cash intensive, pardon. Et donc aujourd'hui, ces enseignes qui sont allées sur la terre entière, littéralement, ils ont dû ouvrir une vingtaine de pays en 18 mois, des milliers de salariés. En fait, maintenant, ils se sont regroupés sur 2 géographies, genre l'Allemagne, Pays-Bas, basta. Puis on a aussi une autre variable qui était notamment, je pense peut-être aujourd'hui précurseur en France, mais on a aussi la défense d'un modèle, on va dire, d'urbanisme et social qui fait qu'on voit que la réglementation aussi a mis à la porte les derniers acteurs puisqu'ils ont refusé l'établissement dans les cœurs de ville de ces justement dark stores qui sont logiquement des espaces pour faire du commerce local mais où il n'y a aucune visite, aucun trafic. Donc c'est aussi favoriser le commerce local avec quelque chose qui vit, quoi. Et puis en plus, on voit dans les agglomérations, alors peut-être dans ce mode de livraison, on est quand même dans du green, enfin dans de l'électrique et tout ça, mais on voit les ZFE aussi, enfin les zones à faible émission. Enfin, il y a plein de contraintes dans les villes qui empêchent tout ce petit monde de venir jusqu'au client quand on est dans des centres-villes. 2-3 questions prises ici. Alors il y avait la première, comment gérer, maîtrisez-vous le risque sanitaire sur les produits frais, sur les modèles de coportage par un tiers extérieur? Ouais, c'est une question habituelle et régulière. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais en gros, on a un système qui fait que déjà la livraison, elle est instantanée. Donc vous la retirez et vous allez la déposer juste après. Donc on est sur un temps de trajet qui va être d'une vingtaine, trentaine de minutes en fonction de la distance. Donc c'est assez similaire à votre propre retrait de course quand vous allez les chercher vous-même au drive. Ensuite, on est également sur des blocages qui font qu'on ne peut pas récupérer 10 commandes dans sa voiture, faire une tournée de livraison pendant 1h30. Voilà, il y a plein de leviers de sécurité. Et puis l'autre élément qui est vraiment clé, c'est que nous, on a aussi un support client. On va effectuer le suivi de ces livraisons. On a un rôle de modérateur. Donc si on est aussi sur des gens qui ne respectent pas, comme on dit, les bonnes pratiques, les conditions générales du service, on aura cette capacité à suspendre les comptes temporairement et définitivement. Justement, quand on parlait de règlement, de contraintes, il y a de vrais enjeux liés à l'impact de la livraison. Comment avez-vous réellement de l'impact sur les salariés qui délivrent? Comment vous réussissez à les... Alors, ça répond, j'imagine qu'il y a un cahier des charges quand on veut... Ça répond aux 2 questions, en fait. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être auto-entrepreneur et les gens qui livrent chez nous ne sont pas salariés non plus. On est vraiment dans le principe du covoiturage. Vous vous déplacez, quand Blablacar essaye de remplir les sièges de votre voiture, nous on s'occupe du coffre. Donc en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un statut, c'est déjà dans le cadre de l'économie collaborative. Donc il n'y a pas particulièrement de ces besoins-là. Ensuite, sur la partie impact, aujourd'hui, comme l'expliquait Johan, sur chaque livraison qui est proposée par la distribution, on va avoir 66 personnes qui potentiellement passent par là, donc qui vont globalement faire un détour de moins de 2 km et qui vont pouvoir récupérer vos courses et les livrer. Donc ce qu'on va calculer finalement, c'est ce détour qu'on va faire par rapport à un trajet qui aurait été réalisé. Puisque finalement, la voiture se déplaçait déjà, et on pourrait même aller plus loin en retranchant le coût de production du véhicule. C'est-à-dire tous les camions, tous les utilitaires qui représentent à peu près un tiers du trafic, notamment à Paris, on pourrait suspendre leur production si on utilisait mieux les coffres qui se déplacent déjà en fait, au quotidien. Question courte, réponse courte, même s'il y aura une crêpe avec, juste après si vous voulez, mais est-ce que vous êtes rentable? Alors en France, oui. Et puis on vient de se lancer sur l'international, donc on est encore en train d'investir sur ces géographies-là. C'est parce qu'en fait, on pose une question et tout le monde les fait monter par vote. Marche. Donc c'est des questions qui arrivent. Donc du coup arrive esclavagisme 2.0. Enfin, c'est toujours ce dont on parle quand on parle des livreurs. C'est lié en fait. C'est-à-dire que nous, on va quand Uber, quand même Cajoo ou les autres plateformes vont inciter chaque livreur finalement à faire un maximum de livraisons. Nous, on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez fait une livraison, c'est bien. 2, ça marche parce qu'en fait, vous allez au boulot, vous revenez. Mais si vous allez au-delà de ça, on va vous modérer et vous ne pourrez plus voir les livraisons. Donc, on est complètement dans la phase opposée à tout ça et on va envoyer des notifications, des propositions pour voilà, là on a vu qu'il y avait une livraison sur votre trajet, allez la faire si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a aucun problème. Comme on l'a dit, il y a 65 autres personnes qui pourront la faire. Donc il n'y a pas de pression là-dessus. Donc on est vraiment sur autre chose. Ouais, pour compléter avec quelques chiffres, pour vous donner aujourd'hui un exemple, un utilisateur fait en moyenne entre 6 à 9 livraisons par mois. On a 54% de nos utilisateurs qui sont des femmes, donc on voit qu'aussi qu'on est quand même très très loin de ce qu'on peut retrouver sur les plateformes ubérisées. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un Uber, mais combien de fois vous avez eu l'occasion d'avoir un chauffeur
chauffeur qui était une femme, c'est quand même assez rare. Et la tranche d'âge de la population qui utilise Shopopop, on est sur des actifs qui ont en moyenne entre 35 et 44 ans. Donc on n'est pas non plus sur une population étudiante. Bon, il y a plein de questions. Questions qui pourront vous être posées lors d'une crêpe. Tout dernier mot. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui marque un peu la réussite que vous avez aujourd'hui. C'est que on parlait des Gorillaz, des Cajuns, enfin, toutes ces. Vous ne paniquez pas, quoi. Vous ne subissez pas le court terme. Vous dites l'essentiel, c'est de rester en contact avec nos clients. Enfin voilà, c'est peut-être les deux. Quand on dit, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, les deux choses à retenir. Enfin, quand on peut tenir financièrement, c'est ne pas subir le court terme et puis privilégier toujours. On n'arrête pas de le dire, le contact client. Ouais, alors il y a deux aspects là-dessus. C'est que effectivement, pour les enseignes, le sujet clé, c'est le contact avec le client, mais aussi pendant toute cette phase autour des levées de fonds, ce qu'on a levé la dernière fois en décembre 2021. Donc, c'était en plein boom autour de ça. Donc, on a eu beaucoup d'investisseurs parisiens qui voyaient tous ces acteurs partout autour d'eux, en fait, parce qu'ils sont très visibles en plus, et qui disaient, ça, c'est une menace pour vous. Mais non, en fait, il y a beaucoup de gens, et je pense que vous êtes tous à peu près la preuve, qui vivent hors de Paris et hors des zones très denses, où en fait l'expérience de livraison est complètement différente, où un mec à vélo ne peut pas livrer en 10 minutes pour la simple et bonne raison que le magasin le plus proche est déjà à 20 km, donc on ne peut pas faire ça plus vite. Donc c'est cette vision qu'on a voulu poser qui est pour tout le monde, et c'est un service qui a un prix qui est cohérent avec l'offre de service. Le Gorilla, c'est extrêmement luxueux, dans un claquement de doigts de récupérer quelque chose, ça devrait coûter extrêmement cher. Et en fait, non, nous, on a un sujet qui est au bon prix, où c'est réparti la valeur en fait, avec les bonnes personnes, et ça marche, l'équation économique. Mais effectivement, ça n'a pas été simple de passer sur cette levée au travers de l'ombre que faisait le quick commerce. Et merci aux Bretons qui nous ont soutenus. Eh bien, merci en tout cas d'être venus, Antoine et Johan. On peut les applaudir d'être venus nous rejoindre ici aux Vieilles Charrues.